Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants, hein? Dis-le-moi, toi. Pourquoi? Hein? Bah, je sais pas. Mais peut-être parce que c'est la nature humaine, toujours même problème, écraser l'autre, sinon c'est toi qui te fais ken. C'est la nature humaine, toujours même problème. Charlie Kirk est mort, assassiné. C'était un influenceur conservateur américain, militant politique républicain et conseiller de Donald Trump, spécialisé dans les débats sur les campus universitaires des États-Unis, où il organisait des échanges entre lui et des étudiants surtout de gauche dans le but de confronter leurs idées et faire avancer les idées de droite réactionnaire dans la jeunesse américaine. Mercredi 10 septembre, à l'occasion de l'un de ces débats, il s'est fait tirer dessus et a pris une balle fatale dans le cou. Il est décédé à l'âge de 31 ans. Ils ont proposé à Charlie des tonnes d'argent. Des tonnes d'argent. Bibi allait payer, et Charlie a refusé. Il était en train de changer d'avis sur les tactiques utilisées par Israël. Et après avoir parlé avec eux, il a eu l'impression de subir un chantage. Depuis plusieurs jours, nous avons de plus en plus d'éléments d'information indiquant que Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre, donc dans une université, était en train de retourner sa veste à propos d'Israël. Lui qui pendant des années avait servi la propagande sioniste, ces derniers mois, ces dernières semaines, commençait à parler d'un nettoyage ethnique à Gaza, commençait à parler du lien entre Epstein et le Mossad, bref, commençait à devenir incontrôlable pour ces mécènes du lobby sioniste. Des mécènes dont il avait peur, d'après un article du site The Grey Zone, qui révèle que ces derniers temps, Charlie Kirk était absolument outré, énervé, exaspéré de voir que ses anciens donateurs lui mettaient une pression de dingue pour qu'il arrête de critiquer Israël. Des mouvements de foule devant cette université de l'Utah aux États-Unis. Une fusillade vient d'éclater. L'influenceur pro-Trump, Charlie Kirk, est assassiné. Ironie du sort, il parlait de la violence armée lors d'un événement organisé sur ce campus ce mercredi. Il répondait à une question sur le nombre total de fusillades aux États-Unis ces 2 dernières années. Charlie Kirk, 31 ans, était la figure emblématique de la droite conservatrice américaine et ardent défenseur d'Israël, connu pour ses prises de position fermes contre le wokisme et la gauche américaine. Je vais vous raconter une histoire incroyable. Le 10 septembre 2025, Charles James Kirk, alias Charlie Kirk, a été assassiné. 27 ans plus tôt, en 1998, est sorti un film mondialement d'un célèbre réalisateur, Brian De Palma, un film dénommé Snake Eyes, qui racontait l'assassinat politique de Charles Kirkland, un secrétaire à la défense américain. On pourrait dire, bon, pourquoi pas, le nom effectivement évoque vaguement Charlie Kirk. Sauf que, à part d'autres coïncidences troublantes comme le fait que l'homme dans le film est tué d'une balle dans le cou, devant un public, que ça se passe en septembre, comme pour la scène de Charlie Kirk, l'autre coïncidence étonnante, c'est que le film au début commence sur une thèse classique. C'est un assassinat politique lié à Israël. Précisément, dans le film, on accuse d'abord un terroriste palestinien, dénommé Tariq Ben Rabat, un homme censé être lié au Hamas. Et donc on apprend au début que cet homme voulait donc tuer un secrétaire à la défense américain en raison d'une vente d'armes à Israël. Sauf que plus on avance dans le film et plus on comprend qu'il s'agit là d'un complot plus profond, plus subtil. On découvre dans le film que, en réalité, il s'agissait d'un complot fomenté par un homme d'affaires américain, inspiré dans le film par Donald Trump, un homme d'affaires américain dans le film qui s'appelle Gilbert Powell, qui voulait donc vendre des armes au complexe militaro-industriel américain. Cet homme, dans le film, fait en sorte donc de se débarrasser de Charles Kirkland, le secrétaire à la défense américain, car il comprend que cet homme-là est devenu un obstacle pour sa vente d'armes. Et donc, dans le film, le héros, joué par Nicolas Cage, va au fur et à mesure découvrir l'étendue du complot. Un complot qui implique un commandant de la marine américaine et un homme d'affaires inspiré par Donald Trump. Bonsoir, vous êtes sur la chaîne payante à carte Powell Télévision. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Voici les quelques secondes avant que Charlie Kirk ne se fasse assassiner.
Voici le moment où Tyler Robinson, accusé du meurtre de Charlie Kirk, apprend en visio de sa cellule que la peine de mort est requise contre lui. Just recently, within the last few minutes, a notice of intent to seek the death penalty that was filed. Ce 16 septembre 2025, l'homme de 22 ans a comparu pour la première fois, quelques heures après avoir été formellement inculpé de meurtre avec préméditation par les autorités de l'Utah. Tyler James Robinson. C'est dur à admettre, mais ce soir, le combat des poids lourds sera le chant du cygne de la vénérable arène de cette station balnéaire. Ce sera le dernier événement à se tenir dans cette salle historique avant qu'elle soit désossée, rénovée et rattachée à l'établissement de Gilbert Powell. Pourquoi t'es si tendu, c'est le grand soir? Je m'occupe de la sécurité ce soir, je dois rester concentré. Kirkland est très important, il est dans tous les journaux, on parle que de lui, c'est une vraie folie. C'est un génie de la publicité, tiens, écoute ça. De 1960 et aujourd'hui, le distingué secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique, Monsieur Charles Kirkland. Et assis à côté de lui, un homme qu'on ne présente pas. Et assis à côté de lui, un homme qu'on ne présente plus, le fondateur de Powell Aviation. Génial, mets-toi un gyrophare sur la tête pendant que tu y es. Quoi? Qui êtes-vous? Où ça? Mon numéro de porte-bonheur? Quoi? Je suis désigné, je quitte mon poste et là, Kirkland reçoit une balle dans la gorge. Un Palestinien qui réside aux États-Unis depuis environ 6 ans. On le soupçonne d'être un des auteurs d'une série de lettres de menaces envoyées à plusieurs secrétaires à la Défense exprimant sa révolte devant les ventes de missiles et autres systèmes d'armement à Israël. Une note manuscrite fut trouvée sur le cadavre de Rabat. Voulez-vous la montrer, s'il vous plaît? Il paraît clair qu'il souhaitait qu'on la rende publique après l'attentat. Et quel est le contenu de cette note? Je ne dirai rien d'autre jusqu'à ce qu'elle soit passée dans les mains des spécialistes. Alors pour moi, ça s'appelle un complot, t'es d'accord? Ouais. Écoute, tout est possible, mais quand même, il faut que tu saches. Il fait 20 kilos le dossier sur ce taré. Rabat est un cinglé notoire. Il n'y a aucun doute, il était prêt à mourir pour sa cause, il a laissé une lettre. Tu connais, je vole jusqu'au royaume d'Allah et autres conneries. Il était dans tous ses états à cause de nos ventes de missiles à Israël et il est concevable qu'on l'ait averti de l'expérience Norfolk. L'expérience Norfolk, c'est quoi ça? L'identité de l'assassin est Tariq Ben Rabat. 37 ans, c'est un Palestinien qui réside aux États-Unis depuis environ 6 ans. On avait un plan et j'ai investi de l'argent. Dans le plan que j'ai approuvé, ce bouseux de populiste qui voulait démolir d'une manière odieuse toute notre organisation militaire, on le descend. L'employé malhonnête, on la descend aussi. C'était simple. Le terroriste fanatique, c'est lui qui porte le chapeau. Mais peut-être d'abord l'assassinat de Charlie Kirk. Est-ce qu'on est face à une enquête, à une dérive de l'idéologie transgenre dans cette affaire-là? À vrai dire, on n'y comprend plus rien, puisque ce Tyler Robinson, donc, qui est soupçonné d'être l'auteur du coup de feu mortel sur Charlie Kirk, certains vous disent qu'il agissait probablement au nom de la cause transgenre, d'autres que non, pas du tout. Il venait d'une famille MAGA, d'une famille trumpiste, et cette violence politique qu'il aurait exercée, l'aurait apprise auprès des trumpistes. Je ne vais pas vous demander tellement votre avis là-dessus, mais enfin tout de même, si quand même, Marguerite Stern, est-ce qu'il y a un terrorisme transgenre? Comment ça se fait? Est-ce que véritablement c'est un sujet politique? Alors juste pour replacer un petit peu le contexte, moi je voudrais rappeler quand même qu'au moment où Charlie Kirk a été assassiné, il était en train de répondre à une question sur l'idéologie transgenre. On lui demandait combien d'Américains transgenres ont été des tireurs de masse au cours de ces 10 dernières années. Je voudrais rappeler aussi que... Il y a une sensibilité à la question parce que récemment, la tuerie de Minneapolis dans une école, l'auteur des coups de feu était une femme transgenre. En effet.
Et puis, il y a aussi ce truc où on a trouvé que les munitions qui étaient dans le fusil, qui ont servi à lui tirer dessus, étaient gravées d'inscriptions au nom de l'idéologie transgenre ou bien pour la cause Antifa, entre guillemets. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Puis en effet, il y a aussi ce colocataire de Tyler Robinson, qui est l'assassin de Charlie Kirk, qui en effet était une personne transgenre avec qui apparemment il avait une liaison. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour dire, pour émettre l'hypothèse, en tous les cas, que effectivement, ça pourrait être un attentat transgenriste. Il y a une passerelle, dites-vous, Marguerite Stern, entre le transgenrisme en tant que revendication d'une identité sexuelle, on est dans le cadre des causes LGBTQIA, etc., et le mouvement Antifa, et donc tout ce militantisme potentiellement violent. Il y a des passerelles qui existent entre les deux ? Il y a des passerelles, en effet, on le voit en France, de toute façon c'est clair, et ça se retrouve aussi à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que tous les Antifa, queer, féministes, les mouvements décoloniaux aussi, ce sont des groupes de personnes qui se mettent ensemble. C'est la fameuse intersectionnalité. Exactement. Quand les militantismes se croisent les uns les autres et se renforcent mutuellement. Exactement. Et dans notre livre avec Dora, on parle de la violence de ces milieux qui, en effet, c'est pas étonnant, peut conduire à des agressions physiques parfois, et puis parfois jusqu'au crime. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout un climat qui est installé dans ces milieux-là, une esthétisation de la violence, je dirais même une romantisation de la violence, une glamorisation de la violence, qui fait qu'on en arrive à des extrémités telles. Je voudrais juste préciser, si vous me le permettez, que l'assassinat de Charlie Kirk n'est pas le premier qui a été fait au nom de la cause transgenre, au nom de l'idéologie transgenre. Ça reste à établir en ce qui concerne Charlie Kirk, mais c'est une hypothèse sérieuse. C'est vrai. Oui. En tous les cas, en 2019, un jeune homme transidentifié qui s'appelait Alec McKinney, âgé de 17 ans, a ouvert le feu dans une école, a fait 1 mort et 8 blessés, et c'était au nom de l'idéologie transgenre. Il a déclaré vouloir se venger de moqueries de la part de ses camarades dû au fait qu'il était trans. Et il y a eu un deuxième attentat en 2023, une jeune femme transidentifiée qui s'appelait Audrey Hale, qui elle a tué 6 personnes par arme à feu et qui a laissé derrière elle un manifeste qui n'a pas été révélé au grand public, mais qui apparemment, selon des sources policières, prenait l'idéologie transgenre. Mais est-ce qu'il y a des cas en France avérés de ce genre de choses? Alors vous-même, Marguerite Stern, et votre co-auteur Dora Muto, êtes exposée depuis la sortie de votre livre Transmania à ce genre de menaces. Vous en avez fait état, vous avez porté plainte. D'ailleurs, vous soupçonnez la justice d'avoir planté votre plainte. Vous nous raconterez cette histoire qu'Europe 1 avait révélée la semaine dernière. Il y a des choses comme ça en France aujourd'hui, Marguerite Stern? Nous, avec Dora, oui, ça fait 5 ans qu'on subit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que parfois, c'est des messages impulsifs. On nous dit qu'on a du sang sur les mains. Souvent, en fait, c'est des mécanismes d'inversion. C'est-à-dire qu'on vous reproche à vous d'être violente, à vous d'être une facho, une nazie, tout ce que vous voulez, parce que vous dites des simples vérités comme les femmes sont des femelles, les hommes sont des mâles, il ne faut pas faire transitionner les enfants parce que les bloqueurs de puberté, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Pour revenir, je pense que c'est le gauchisme qui ne peut pas s'échapper à la réalité, c'est-à-dire qui est mis au pied du mur et qui tombe forcément dans la violence, qui n'a plus de réponse et voilà. Et ça montre aussi que la liberté d'expression n'est pas un absolu, parce que quand vous laissez parler les gens, eh bien, il y en a qui ont la vérité. Et donc, et la vérité, elle est insupportable à ceux qui ont les peur. Et surtout, c'était un intransigeant. C'est-à-dire qu'il imposait ses idées avec conviction. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, eh bien, il leur laissait aucune place. Et donc, la liberté d'expression... La liberté d'expression... haït cette rigidité de la vérité? Tout à fait, la liberté d'expression, c'est un faux principe, c'est-à-dire que vous pouvez parler, mais tant que ce que vous dites ne va pas à l'encontre du diktat officiel, en fait. Tant que vous restez dans certaines limites. Sauf que, en fait, ils essaient de canaliser les limites, ils essaient de mettre des limites. Et en face, s'ils laissent le principe de la liberté d'expression, eh bien ils seraient obligés d'écouter ces gens-là.
C'est insupportable pour eux. Ils veulent pas les entendre parler. Ils veulent pas les entendre parler. D'ailleurs, on voit bien, c'est tellement de provocation. J'ai vu des vidéos où en fait ils s'habillent avec une tête de bouc, quoi, et puis un pentacle et tout pour aller voir Charlie Kirk, etc. pour le confronter. Ah oui, de cette année. On voyait très bien. Enfin, c'était très clair. Oui, ça donnait lieu à toutes sortes de choses un peu bizarres, mais ce qui est vrai, ce que M. l'abbé disait, c'est très vrai. C'est-à-dire, en fait, si vous défendez la vérité, par définition, la vérité exclut l'erreur. Je voulais vous demander d'où vous teniez cette idée que les transsexuels sont endoctrinés. D'accord, tu dis que tu es transsexuel ou transgenre. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oh la vache, d'accord, eh ben, certaines personnes disent qu'il y a une différence. Pour moi, il n'y en a pas. Donc c'est comme tu veux. D'accord, alors, quels sont tes chromosomes, XX ou XY? Waouh, c'est vraiment une question bizarre, mais... Non, pas vraiment. XY. Pour être intersexe, en fait. Donc tu es né en tant qu'homme et tu es un homme. Non. Je suis né en tant qu'homme et maintenant je suis une femme. Ok, non mais on ne devient pas une femme juste parce qu'on s'habille comme une femme. Oh mon Dieu. Et mes hormones. Si je fais une blackface, est-ce que ça fait de moi un noir? C'est une comparaison très osée. Mais les hormones en elles-mêmes, vous pouvez les modifier activement en prenant un traitement. Attends, mais... Et en prenant du HRT, tu peux arrêter le suppresseur T. Mais les gens sont plus que des hormones. Il y a des hommes qui ont un taux de testostérone très faible, par exemple. On les appelle d'ailleurs les supporters de Kamala Harris. Et il peut y avoir des femmes avec un taux de testostérone élevé. La testostérone, les œstrogènes et l'endocrinologie ne se résument donc pas à ce que vous êtes en tant qu'homme ou en tant que femme. Il y a la taille du cerveau, la façon dont vous traitez l'information, la densité osseuse, la masse musculaire. Chacune de vos cellules est codée XX ou XY. Laisse-moi te poser une question. Si je porte un déguisement ou un costume, est-ce que je deviens cette chose? Par exemple, si je m'habille avec un sombrero et que je commence à parler avec un accent mexicain, est-ce que je deviens de cette culture? Non, parce que c'est une autre race. D'accord, mais attends, en quoi est-ce que c'est différent? Tu me dis que si tu t'habilles d'une certaine façon et que tu te présentes d'une certaine façon, tu peux être ce que tu penses être. Alors pourquoi je pourrais pas choisir la culture à laquelle j'appartiens? Parce qu'on est dans une culture, on est avec, mais tu es né en tant qu'homme. Mais toi, tu es né homme. D'accord, de toute façon, il y a beaucoup de choses collectivement dans une culture qui ont été construites au fil du temps, mais pas autant que, vous savez, homme ou femme. Ok, je crois que je comprends. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est ce que vous voulez être. Donc tout le monde peut être une femme? Oui. Est-ce que tu as tes règles? Non, en fait oui, donc... Oh waouh! Est-ce que tu peux accoucher? Non, mais beaucoup de personnes transgenres qui prennent des hormones ont des symptômes de syndrome prémenstruel. Mais les symptômes, c'est différent. Tu peux avoir des sautes d'humeur pour différentes raisons, par exemple. Mais peux-tu accoucher? Les femmes cis n'accouchent pas toujours. Les femmes cis peuvent aussi avoir des symptômes du syndrome prémenstruel sans avoir de règles. C'est vrai. Donc, une femme peut être ce que vous voulez qu'elle soit, c'est ça? Oui, c'est ça. Les femmes peuvent être et avoir tout. Mais en partant de cette logique, est-ce que je pourrais devenir un lynx ou une girafe, moi? Bah, si tu veux dire, si tu veux que je t'appelle le lynx, ah ouais, bien sûr, pas de problème. Et à un moment donné, vous voyez pas que c'est probablement une mauvaise idée de donner aux gens la possibilité de s'identifier à ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils se sentent d'une certaine manière? Et tu ne crois pas en une sorte de vérité objective sur l'importance des différences entre les hommes et les femmes? Il n'y a pas vraiment d'hommes ou de femmes, surtout en archéologie. Beaucoup de... Attends, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, à quel moment la féminité est-elle atteinte? À quel moment devient-on une femme? Je me sens jolie. Oui, je peux me regarder dans la glace et pas avoir envie de me tuer. Alors, attends. Là, on arrive à quelque chose. Est-ce qu'il serait possible que tu aies d'autres problèmes de santé mentale sous-jacents et que tu attribuerais au transgenrisme et que donc tu ne traites pas ces problèmes? Non, je suis traité pour d'autres maladies mentales, mais ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'elles sont sans rapport ou bien est-ce que le transgenrisme est un symptôme d'autres problèmes sous-jacents pour lesquels, j'espère, tu seras traité comme la dépression, la schizophrénie, l'anxiété ou les tendances bipolaires? Non, je ne souffre d'aucun de ces problèmes. Ah vraiment? Mais tu as dit que tu souffrais d'autres troubles. Non, mais rien de tout ça.
Ah non. Non, j'ai aucun problème de ce genre-là. Ah non. Non, je suis juste cool. Et permets-moi de te poser une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il est normal qu'un enfant de 14 ans puisse bénéficier de soins visant à affirmer son genre? Un jeune de 14 ans peut recevoir des bloqueurs d'hormones. C'est tout ce qu'il peut obtenir, et c'est complètement irréversible. Je pense que tu voulais dire réversible, et je ne pense pas que ce soit le cas. Quand vous commencez à prendre des bloqueurs d'hormones, vos hormones naturelles viennent... La puberté n'est pas une chaîne de montage où il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'elle s'arrête. Deuxièmement, nous coupons les seins des gamines ici, dans l'état du Texas, illégalement. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Un lanceur d'alerte, le docteur Ethan Haim, s'est manifesté à Houston. Et ce docteur Ethan Haim a déclaré qu'à Houston, au Texas, nous sommes en train de couper la poitrine des gamines et c'est quelque chose d'irréversible. Et ça se produit également à Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland. C'est donc une réalité. Est-ce que tu penses qu'il devrait être illégal de dire que les enfants ne devraient pas être en mesure de s'infliger des dommages irréversibles? Disons qu'un tas d'enfants arrivent à affirmer leur genre. Des milliers d'enfants chaque mois. Ok, admettons, mais tout ça, c'est une décision entre l'enfant, le parent et le médecin. Ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi est-ce que vous auriez autant votre mot à dire? Les enfants devraient pouvoir se faire tatouer? Bah oui, bien sûr. D'accord. Et les enfants devraient-ils pouvoir posséder des AR-15? Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Enfin, ça peut l'être. Ok, donc les AR-15 sont nocifs, mais se couper les seins ou se castrer, ce sont des soins d'affirmation du genre. C'est bien ça. Je veux dire, étant donné que vous êtes sous anesthésie... Mais tu en parles de gamins de 15 ans. La puberté, c'est pas le problème. La puberté, c'est la solution au problème des transgenres. Parce que presque toutes les jeunes filles et tous les jeunes hommes éprouvent une certaine anxiété à propos de ce qu'ils ressentent à l'âge de 12, 13, 14 ou 15 ans. Et peut-être qu'au lieu de leur dire qu'ils pourraient être quelqu'un d'autre, dans un autre corps, on devrait leur permettre de continuer à grandir et à se développer dans le corps que Dieu leur a donné et dire que la puberté résoudra en fait le problème. D'accord ou non? Et je voudrais terminer par ceci. J'ai beaucoup de compassion pour toi, parce que tu t'engages dans un voyage, il ne te mènera jamais à destination. Mais j'y suis là, je suis arrivé à destination. Ah, tu es arrivé à destination? Oui, je me sens bien. Ok, ben... Ouais, c'est tout. Les études montrent qu'au bout d'un certain temps, tu continueras à chercher d'autres interventions chirurgicales et d'autres médicaments. Ce que je te souhaite, c'est que tu vives dans le corps que Dieu t'a donné, sans essayer de déclarer la guerre à ce corps. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, ora pro nobis, intercede pro nobis.